Donc on va revenir un petit peu, un petit peu à l'entrée de son. On peut la couper, on peut la diminuer ici, c'est ça? Ouais, là c'est pas mal, là, non? Là c'est bon. Ouais, là c'est bon. Donc on va revenir aux différentes évolutions qu'on a eues sur JavaScript. On en a fini avec le S6. C'était l'évolution la plus importante parce que vous voyez qu'il y a quand même des choses assez costauds. On va voir un petit peu ce qui a évolué à côté. Et pour ça, je vous propose de créer un nouveau dossier. Et je vous confirme bien que le collègue il va venir à 11h30. Et on va essayer de voir un petit peu ce qui s'est passé du coup sur les différentes versions. Donc vous allez créer un nouveau document. Moi je vais mettre 01 et on va l'appeler ES7 à ES9 et ça correspond à la période entre 2016 et 2018. Dedans je vais recréer un petit fichier app.js. Et là on va pas forcément créer les gars un fichier index.html parce que c'est que de la démo. Donc on va voir un petit peu ce qui s'est passé avec le S7. Vous avez un nouvel opérateur qui a été créé. C'est l'opérateur d'exponentiation. Donc il vous permet quoi? Il vous permet tout simplement de faire un exponentiel. Et par exemple, de faire 2 puissance, enfin expansion 3. Donc c'est puissance en français, je crois. Exponentiation. Donc ça va faire 8, parce que ça fait 2 fois 2 fois 2. Ok? Bon, vous avez vu, c'est pas des concepts qui révolutionnent le langage, mais bon. Non, il y en a 3. Et 7T. Hein? Shemetz. Le calvaire des gens de l'admin. T'imagines, il faut lui envoyer un mail. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est ça. Pardon, c'est Exponent ici. C'est Kendall qui m'a perturbé. Avec sa barbe. Puissance, c'est ça, hein? 2 puissance 3. Donc ça fait 2 fois 2 fois 2. Ouais.
Ouais, je crois que c'est la même chose. Circonflexe, là, je crois que c'est la même chose. Exponentielle et puissance, c'est pareil, non? Deux puissance 3, c'est 2 fois 2 fois 2. C'est pas 2 fois 3. Eh ben, c'est ça. Eh ben, c'est ça que ça fait là. Ça fait 2 fois 2 fois 2. 4 fois 2, 8. Qui a fait S? Hicham, il a fait S. T'as fait L? Ah ouais? Bon, on va dire que ça fait ça, ok les gars? On va voir la propriété include qui est sortie, qui est pas mal. Par exemple, vous avez une liste, je sais pas, de fruits. Got the blueberry yum yum in the fire. Donc, ils ont créé une méthode pour savoir si un array contient un élément ou pas. Tu fais fruits.include et là tu mets banana. Donc ça va te renvoyer le fou. C'est bon? Bon, rien de très compliqué, hein. Si ici j'avais mis, je sais pas moi, panna cotta, j'ai de la merde. Ah, false. Ok. Ça va pour vous? Alors, en ES8, il y a un truc intéressant qui est apparu. C'est une nouvelle façon de faire de l'asynchrone, les gars. Donc je vous en parle maintenant, même si on refera, je pense, une journée complète dessus. Alors écoutez bien, parce que ça c'est un truc que j'ai jamais évoqué. Euh, Donc, on va parler de code asynchrone. Donc nous, de base, les gars, le code, il est exécuté de manière synchrone. Ça veut dire que chaque ligne est exécutée l'une après l'autre. Une à la fois. D'accord? Donc imaginez qu'un code synchrone, c'est comme si je vais au resto. J'ai 4 tables, tu vois. Et à chaque fois, le serveur, il faut qu'il prenne la commande de la table 1, qu'il aille en cuisine, qu'il passe commande, il revient, et ensuite il peut s'occuper de la table 2. Ça, c'est le code de base. C'est le code synchrone. C'est, je traite un truc, ensuite je fais une requête,
quand j'ai la réception de la requête, je récupère la réponse et ensuite je peux faire autre chose. Donc ça veut dire qu'on peut effectuer une tâche à la fois. Une tâche qui est finie, bah, elle permet à une autre tâche d'être exécutée. Les opérations asynchrones, elles peuvent se produire en même temps. C'est-à-dire qu'on peut passer à l'étape suivante pendant qu'une autre tâche se finit. Ça veut dire qu'en gros, je pourrais prendre les commandes de toutes les tables sans avoir besoin d'avoir le retour de la cuisine avant de passer à la table suivante. Ça charge la page plus vite et ça permet du coup de faire plusieurs choses à la fois. Ok, donc ça optimise forcément les temps de requête, les temps de réponse et c'est plutôt important. Alors, je vais vous donner un exemple de pourquoi ça peut être intéressant. Regardez-moi là, parce que ce n'est pas un sujet qui est simple, mais je vous rassure, on passera du temps sur ça. D'accord? Et ça, c'est un truc que vous présenterez à votre titre. Je vous expliquerai comment en faire et en quoi, sur une page web, ça peut être intéressant. Imaginez que je déclare une variable x, ok? Et j'ai une fonction que j'appelle, je sais pas, give value, qui va me retourner, qui va faire un set timeout de 2 secondes et qui, au bout de 2 secondes, me retournera une valeur. Elle va me retourner, je sais pas, ma valeur. Ça, les gars, ce que je suis en train de faire ici, je simule la réponse d'un serveur. JavaScript, il est capable d'interroger un serveur. C'est-à-dire qu'il est capable d'interroger PHP et de lui dire, écoute, j'ai envie d'afficher des données. Les données, elles sont stockées en base de données. PHP, toi, c'est ton rôle de faire une requête SQL et de me renvoyer les données. Donc, retourne-les-moi mes données. Et moi, JavaScript, je me charge de les afficher dans la page. Quand vous avez ce genre de scénario, on parle de code asynchrone. Pourquoi? Parce que c'est JavaScript qui va faire une requête à un serveur et qui va se charger du traitement des données. Alors que de base, le code, il est synchrone. C'est-à-dire que c'est PHP qui est requêté dans votre page HTML. Il y a une requête HTTP qui est produite. Et quand PHP a répondu, PHP renvoie toujours du HTML. Et ben, la réponse du serveur, ça va être du HTML et on l'affiche à l'écran. Ça veut dire que j'ai une requête, j'attends une réponse, et quand j'ai la réponse, j'affiche mon contenu. Ça, c'est comme ça que le web fonctionne de base. Aujourd'hui, c'est différent. On peut avoir une page qui est déjà chargée, et JavaScript peut se charger de l'appel au serveur. L'avantage, c'est quoi? C'est que ça se fait en direct, en arrière-plan, et qu'il n'y a pas de rechargement de page. Parce que de base, PHP, n'importe quel serveur, pour qu'il puisse être appelé et renvoyer une réponse, il faut un rechargement de page. Avec JavaScript, on va pouvoir faire des requêtes serveurs sans recharger la page. Ça veut dire que je vais pouvoir, par exemple, aller récupérer des données et les afficher sur ma page sans avoir besoin de recharger la page. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que déjà, ça augmente l'expérience utilisateur, parce que j'ai pas de redirection, j'ai pas de rechargement de page, donc c'est moins lourd. Et en plus, en attendant, je peux mettre un spinner, je peux mettre un petit truc qui dit ouais, que c'est en train de charger, et du coup, ça ne perturbe pas l'utilisateur, et ça ne le redirige pas. Je passe pas d'une page 1 à une page 2. D'accord? Donc, quand j'appelle le serveur comme ça en direct, en arrière-plan, et que j'attends sa réponse, on appelle ça du code asynchrone. Et JavaScript permet de faire ça. Par exemple, c'est utilisé dans les sites web. Quand, vous voyez, des fois, vous allez sur un site web, vous avez une liste de produits, et quand vous scrollez vers le bas, les 10 produits d'après sont chargés. Ça ne charge pas tous les produits. Donc ça, c'est intéressant parce que ça évite de charger 400 produits d'un coup. Tu vas les charger par groupe de 10. Et l'événement est déclenché quand tu scrolles. Donc JavaScript capte l'événement scroll, et quand il scrolle vers le bas de la page, il a compris qu'il faut afficher les 10 suivants, il appelle PHP, PHP lui renvoie les 10 produits suivants que j'ai en base de données, et JavaScript les affiche. Pas de rechargement de page, expérience optimisée, temps de chargement réduit. Vous captez? Ouais. Les quoi, les paniers? Ouais, ça peut en faire partie. Non.
Non, il n'y a pas de return après il n'y a pas de parenthèse après un return. Tu vas en avoir si tu fais une condition ternaire. Non, non, il n'y a pas besoin. Donc, ça, les gars, évidemment, c'est si je fonctionne de manière asynchrone. Sauf que le code de base, il n'est pas asynchrone. C'est-à-dire que si je fais une requête serveur, il ne va rien se passer tant que je n'ai pas reçu la réponse. Et c'est ça qui est chiant. C'est que toutes les exécutions de ton code, elle est bloquée tant que le serveur t'a pas répondu. Donc, grâce à JavaScript, aujourd'hui, on peut faire des choses en mode asynchrone. Ça veut dire, c'est pas parce que j'appelle mon serveur que ça va bloquer l'exécution du reste de mon code. Ok? Donc, ça va être pratique par rapport à tout ce que je viens de vous dire, mais ça va être aussi pratique pour autre chose. Et vous allez comprendre pourquoi. Là, je suis en train de simuler une réponse serveur. Pourquoi je suis en train de simuler une réponse serveur? Parce qu'en gros, je retourne une valeur, mais je ne la retourne pas tout de suite, je fais patienter 2 secondes. Et tu as vu, quand tu fais une requête à un serveur, bah, des fois, tu as un temps de chargement de 200 millisecondes, 1 seconde. 2 secondes, ça me paraît beaucoup, tu vois. Mais bon, j'ai fait exprès de faire ça. Pourquoi? Parce que imaginez que la valeur de x, elle dépendait de ce que le serveur va me renvoyer. Bah, si je fais ça, et que je fais un console log de x, à votre avis, c'est quoi la valeur de x à la ligne 25? Vous allez me dire ma valeur. On va aller voir si réellement c'est ma valeur. Je vais créer un fichier index.html. Je vais juste relier avec un script. Non, non, non. J'ai fait un console log de x. Regardez ce qu'il me dit. Il me dit undefined. Il me dit que x n'a pas de valeur. Bah, pourtant, j'ai bien dit que la valeur de x, c'était ce que me renvoyait ma fonction. Et ouais. Mais le problème, les gars, c'est que là, on est dans un code synchrone. Et le souci du code synchrone, c'est que, en fait, lui, il a fait quoi? Il a déclaré une variable x, et je lui ai dit, le retour de mon serveur sera ta réponse. Sauf que quand il a appelé la fonction réponse serveur, elle a fait un set timeout de 2 secondes. Sauf que le code, lui, il a continué. Il ne s'est pas arrêté. Il n'a pas attendu les 2 secondes de chargement. J'ai pas pu lui dire, attends, bloque le code, attends la réponse, et quand je l'ai, tu m'affectes une valeur. Si le console log était dans le set timeout, on l'aurait eu. De quoi? Si le console log était dans le set Ouais, mais le problème, c'est que ça, c'est un serveur. Lui, il ne fait que te retourner une réponse. oui. C'est pas lui qui va t'afficher des choses. PHP, il affiche rien. PHP, il te renvoie quelque chose. Tu peux afficher des choses sur ta page web avec PHP, mais le premier rôle de PHP, c'est de te retourner quelque chose. Donc, tu attends quelque chose. OK? Donc, ça, c'est un problème. Parce qu'en gros, si j'ai envie d'appeler un serveur depuis JavaScript, j'ai besoin d'une technologie qui me permet de dire attends la réponse de mon serveur. Donc, on va demander à ChatGPT trouve-moi une solution pour que la valeur de x ne soit pas undefined dans ce code en utilisant une callback function. Donc ça, c'est la solution qu'on aurait pu utiliser avant le S7, avant le S8. Vous avez vu ce que j'ai ici? Ça, cette syntaxe-là, vous la connaissez. C'est la même que le set timeout.
Qu'est-ce que je suis en train de dire ici? En fait, ce que je suis en train de dire, alors je sais pas s'il m'a modifié, ouais, il m'a modifié par contre, il m'a modifié par contre la fonction, faut pas déconner. Donc ça, c'était la solution qu'on avait avant pour ce genre de problématique. Le problème, c'est que le code, il est un petit peu compliqué. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Là, on a utilisé ce qu'on appelle une callback fonction, une fonction de rappel. Je suis en train de dire quoi? Je suis en train de dire que réponse serveur, elle attend en paramètre une callback. Une callback, c'est une fonction de rappel, c'est une fonction anonyme. Cette callback, c'est celle que je passe ici. Ça, c'est une fonction. C'est une fonction fléchée. Ça veut dire que là, je suis en train de passer en argument de la fonction réponse serveur une fonction. Pourquoi est-ce que j'en ai besoin? Parce que moi, j'ai envie d'attendre la réponse du serveur pour donner une valeur à x. Donc j'ai dit appel response serveur, et en gros, quand tu as récupéré la valeur, tu m'affectes la valeur à ma variable. Ça aurait été la solution. On aurait pu, tu vois, déclarer let x ici et faire ça. Donc ça, c'était la solution qu'on avait avant avec les callback fonctions. Le problème, c'est que c'est très verbeux, c'est un peu complexe à comprendre. Et du coup, en ES8, ils ont sorti une solution. Et cette solution, c'est ce qu'on appelle le await et func, que je vais vous montrer maintenant. Il y a deux choses que je veux que vous compreniez. Je veux que vous compreniez qu'on a des fois du code synchrone et parfois du code asynchrone. C'est quoi l'intérêt de faire du code synchrone quand tu vois qu'en fait l'asynchrone ça te permet de faire beaucoup plus de choses? En fait, ça dépend. Tu peux faire du code synchrone. Nous, depuis le début, on fait du code synchrone. Pourquoi? Parce qu'on n'attend jamais de réponse. Ouais, mais nous après le site il va être hébergé, il y a forcément avec un serveur. Mais tu n'es pas obligé d'attendre une réponse avec JavaScript. Tu peux faire du JavaScript que pour des animations, contrôler des formulaires, tu vois. Sauf que là, ce que je suis en train de faire, c'est pas ça. Là, je suis en train de vous montrer un autre intérêt de JavaScript. Jusqu'à présent, je vous ai montré JavaScript pour faire des animations, pour manipuler le DOM, pour gérer les événements. Mais là, c'est pas ça que je suis en train de faire. Là, les gars, je suis en train d'attendre la réponse d'un serveur. Ça veut dire que je suis en train de vous dire que JavaScript, il peut interroger un serveur. Il est capable d'aller appeler du code qui est hébergé sur un serveur, PHP, et de lui dire, s'il te plaît, j'ai besoin de ces informations-là, donne-les-moi. Le problème avec le code synchrone, c'est que si le serveur il met quelques secondes à répondre, bah, le code synchrone, il va continuer de s'exécuter. Je ne peux pas le bloquer. Et ça, c'est un problème. Parce que si dans X, je voulais mes données qui viennent de PHP, qui viennent du serveur, pour les utiliser et peut-être les afficher dans ma page, bah, je suis niqué parce que le serveur il a mis 2 secondes à répondre. Et le code synchrone ne permet pas, naturellement, d'attendre la réponse du serveur. Alors, il permet de le faire en utilisant les fameuses callback fonctions que je suis en train de vous expliquer ici. Le problème, encore une fois, c'est que c'est assez complexe. Ça, c'est ce qu'on faisait avant. En plus, imagine que j'attends la réponse de ce serveur-là pour après aller faire une deuxième requête. Je vais avoir des callbacks dans des callbacks dans des callbacks. Et on appelle ça en anglais callback hell. C'est un terme qu'ils disent en disant qu'en gros, à un moment donné, ça devient l'enfer, tu vois. Moi, j'ai fait un cours complet comme ça qui dure une journée à une classe, mais c'était des gens qui avaient déjà 3 ans d'études en dev, et que je leur expliquais justement pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on fait plus des callbacks, parce que ça peut être des callback hell. Vous, je vais droit au but. Je vous montre qu'aujourd'hui, bah, on fait plus comme ça, on fait comme ça, tu vois. Mais je veux que vous compreniez que on a un code asynchrone et synchrone. Le code synchrone, il est bloquant. Ça veut dire que je suis obligé d'exécuter ma ligne 1 pour exécuter ma ligne 2. Le code asynchrone, il est non bloquant. Je peux exécuter plusieurs trucs à la fois. Le problème du code synchrone, c'est que si j'attends une réponse, j'ai envie de le bloquer, mon code. Et je ne peux pas le faire naturellement, sauf si je passe par une callback. Grâce à E5 et await, pardon, d'ailleurs, c'est pas func ici, c'est E5. Grâce à E5 et await, je vais pouvoir le faire de plus facilement depuis le ES8. Et le ES8, vous avez vu, c'est apparu entre 2016 et 2018. Donc c'est assez récent. Donc moi, je vais vous montrer cette syntaxe-là, mais plus tard, on va passer du temps à faire de la synchrone ensemble avec JavaScript. OK?
Je vais vous donner un petit exemple de comment ça fonctionne. Donc là, je veux juste que vous compreniez que ça, c'est la problématique. Après, là, le souci de cette partie du cours, c'est qu'en fait, là, vous redire ça en commentaire, c'est compliqué. Là, il faut se remater la vidéo, les gars. Il faut comprendre le truc vous-même, parce qu'en fait, là, faire des commentaires, c'est chaud, tu vois. Parce que je vous montre une fonction, après, je la transforme, après, ça fait un pâté de code, c'est compliqué. Retenez la logique de ce que je vous dis, et rematez-vous la vidéo plus tard si vous avez oublié ce que ça fait, tu vois. Donc la problématique, c'était ça, tu vois. Donc le mieux, c'est que, regarde, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Je vais faire ça. Donc la problématique, c'est que le serveur a mis 2 secondes à répondre. Et du coup, X est undefined, car lorsque response server renvoie sa valeur, la ligne 28 a déjà été exécutée. Je pense que ça, vous le comprenez. D'accord? Donc la première solution, avant, on utilisait les callback fonctions pour résoudre ce problème. En rendant le code asynchrone. D'accord? Aujourd'hui, on ne fait plus ça. Donc je passe du temps à vous expliquer ça parce que ça, pour le coup, c'est vraiment un concept important. L'exponentiel, on n'en a rien à foutre. Include, pareil, tu vois. Là, l'asynchrone, c'est vraiment important parce que, par exemple, React, c'est que du code asynchrone. Dans une application React, on appelle ça une SPA, une Single Page Application. Il n'y a aucun rechargement de page. Tout est asynchrone. Donc on en fera. En React, on va en faire beaucoup de l'asynchrone. Donc on aura le temps, on va mettre en place un faux serveur JSON. On aura le temps de pratiquer. Ouais. Vous avez vu, là vous faites du développement web. Donc le développement web aujourd'hui, c'est plus que faire un site web. C'est aussi faire des applications web. Nous, on va faire des applications web. Une application web, c'est un site web qui ressemble à une application. Quand vous êtes sur votre smartphone et que vous êtes sur une application, il n'y a pas de rechargement de page. Donc on va avoir des sites web qui vont se comporter comme des applications. Comment? Avec l'asynchrone. Ok? Quand on va passer à React, tous les concepts de S6 que je vous ai montrés hier, et certains qu'on va voir maintenant, on va les retrouver. Vous voyez pourquoi je ne peux pas commencer par ça? Parce que là, on est déjà un peu en haut de la pyramide. Mais il fallait se taper la base pour arriver là. T'imagines, je t'explique ça la première semaine. Laisse tomber. Ok? Donc aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait? On a une syntaxe qui est plus légère. On va devoir créer une fonction. Moi, je vais l'appeler fetch data. Parce qu'on dit que quand on veut interroger un serveur, on veut fetcher. Fetcher, en gros, ça veut dire récupérer les données et en faire quelque chose. Donc, je vais créer une petite fonction et je vais la rendre asynchrone grâce à un symbole qui est apparu du coup en ES8, qui est async. Donc là, je suis en train de dire que cette fonction-là, elle est async. Donc ça veut dire qu'elle va attendre la réponse d'un serveur. OK? Moi, je vais attendre du coup une réponse. Et là, je vais vous donner... On va interroger un vrai serveur. Vous avez les gars, vous avez des API qui sont gratuites sur Internet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des petites applications qu'on peut appeler de manière gratuite pour obtenir des données. OK? Une API, c'est quoi? C'est un mec qui a créé une application... ça va? Vas-y, rentre. Je termine l'explication et puis après, on échange. Les gars, c'est Nordine. Prends une chaise, pose-toi à côté de moi si tu veux. Il y en a une là si tu veux, regarde. C'est bon? Vas-y. Donc, en gros, une API, c'est quoi, les gars? Une API, ça va concerner le back-end. Pour l'instant, nous, depuis le début, on ne fait que du front-end. Ça veut dire qu'on a appris à faire un site, le style, l'architecture, et on a appris à créer de l'interaction avec JavaScript.
Plus tard, on verra la partie back-end. C'est la partie qui ne va pas se retrouver sur le navigateur, mais qui va être sur un serveur. Là-dedans, c'est là où on va avoir tout ce qui se passe en background qu'on ne voit pas. Par exemple, quand je m'inscris, mes données, elles sont stockées dans une base de données. Quand je me connecte sur un site et que je suis connecté, je suis dans une session. Parce que j'ai accès à mon profil, je suis connecté. Donc il y a des données qui ont été récupérées qui sont en cache. Okay, toute cette partie invisible, c'est le back-end. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui reviennent souvent. Une inscription, un ajout à un panier, un paiement. Donc il y a des mecs qui font quoi? Ils se disent, je vais définir des fonctionnalités, ok, je vais les stocker sur un serveur, et quand j'aurai besoin de faire une inscription, un achat, etc., j'aurai juste à appeler un petit morceau de code via une interface. Donc une interface, c'est un URL en fait. D'accord? On appelle ça une API. Donc il y a des API qui vont vous renvoyer, par exemple, le temps qu'il faut aujourd'hui. Il y a des API qui vont vous renvoyer, je sais pas moi, les derniers articles sur le site orange.fr. Tu vois, il y a des API qu'on peut appeler via un URL qui vont vous renvoyer des données. D'accord? Et des API, il y en a beaucoup. Il y a l'API Google Maps, par exemple. L'API YouTube, tu peux l'appeler avec JavaScript. Si moi, j'appelle mon API, j'appelle l'API YouTube en lui passant l'identifiant de ma chaîne YouTube, il peut me renvoyer les dernières vidéos que j'ai produites. D'ailleurs, c'est exactement ce que je fais. Non seulement je sais, mais en plus, on va en créer ensemble. On va créer notre API pour l'information. Vous voyez ici, là, sur ma page de mon site, vous avez vu ici, j'affiche mes dernières vidéos. Ça, j'ai pas codé. Hein. Enfin, j'ai codé, mais là, les vidéos YouTube, j'ai pas créé 6 liens et j'ai fait un copier-coller en mettant un URL vide, un URL statique. J'ai appelé l'API YouTube via un URL précis et je lui dis, s'il te plaît, renvoie-moi les 6 dernières vidéos que j'ai fait. Donc, j'ai appelé une application en ligne qui me renvoie des informations qui concernent YouTube. C'est l'application de YouTube, évidemment. OK? Et il y a des API pour tout. Même ChatGPT, les gars, il y a une API de ChatGPT. Je peux interroger ChatGPT avec JavaScript. D'accord? On pourra peut-être même le faire. Non, il n'y a pas de demande à faire. Le problème, c'est que c'est payant. Non, il n'y a pas de demande. Non. Non. Mais non, je l'ai fait il y a même pas un mois. Après, ça se trouve, toi, quand tu l'as fait à ton époque, peut-être. Mais aujourd'hui, non. Donc là, je vais vous mettre un vrai lien. Ça, c'est une API en fait qui est connue, qui s'appelle JSON Placeholder. C'est une API en fait qui est connue pour faire des tests. Tu vois, tu peux l'appeler, elle est gratos. Et là, ce qu'elle me renvoie, c'est des posts. Tu vois, c'est des publications. Parce que des fois, tu veux faire un site, par exemple en React, tu as besoin d'afficher des trucs, mais tu n'as pas de données. Donc toi, tu aimerais bien avoir des vraies données. Mais comme tu n'as pas de back-end, bah, tu peux utiliser des faux back-end que des mecs ont mis en place sur Internet et ils te renvoient des fausses données. Toi, tu peux les récupérer et faire ton front. OK? Donc ça, c'est une API qui s'appelle JSON Placeholder qui est connue un petit peu quand tu es dev et qui te renvoie des faux users, des faux posts, des faux commentaires. OK? Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais dire que je vais attendre la réponse renvoyée par fetch. Fetch, les gars, c'est quoi? C'est un truc que je ne vous ai pas encore montré. Fetch, c'est une méthode prédéfinie en JavaScript qui permet justement de faire des requêtes asynchrones. Donc fetch, elle permet d'interroger des URL en JavaScript. Avant, on utilisait un truc qui s'appelait Ajax. Mais Ajax, c'est un peu à l'ancienne maintenant. Donc on utilise fetch. Et fetch, c'est une API aussi. Donc c'est une méthode prédéfinie qui attend un URL et qui va te renvoyer les données que cette URL-là renvoie. N'importe quelle URL que vous consultez sur Internet vous renvoie des données. Vous ne le savez pas, mais derrière, il y a du PHP qui est appelé. Du PHP, du Python ou du Java. Mais vous avez un code back-end qui est appelé. Si je vais sur mongo.com, vous pensez que vous arrivez sur index.html, mais en vérité, vous arrivez sur index.php, et derrière, il y a du code PHP qui a été exécuté et qui vous a renvoyé la page. C'est juste que nous, pour l'instant, cette partie-là, on ne la voit pas. Bah là, j'accède au back-end, mais sans interface, sans HTML. Ça veut dire que là, je lui dis, me renvoie pas une page à afficher, renvoie-moi des données. C'est pour ça qu'on parle d'API. Ça va, vous arrivez à comprendre? Et évidemment, on le refera. On va le voir ensemble.
Donc là, je suis en train de dire quoi? Je suis en train de dire attends, await, la réponse renvoyée par cette URL-là. Du coup, tant que j'ai pas la réponse, je ne mettrai rien dans réponse. Vous avez vu, c'est quand même beaucoup plus simple que de se taper tout ça. Une fois que tu as récupéré les réponses, dans une réponse, les gars, vous allez avoir beaucoup de choses. Vous n'allez pas avoir que des données. Vous allez avoir des messages, vous allez avoir plein de trucs qui sont renvoyés par le serveur. Un code de réponse, etc., etc. Donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est de récupérer les données, mais j'ai besoin de pouvoir les manipuler en JavaScript. Je vous ai parlé d'un objet en JavaScript qui permet de manipuler les données. Vous vous rappelez? JSON. Vous vous rappelez, on avait fait un parse, etc., stringify. Donc là, je vais lui dire, quand tu as la réponse, eh ben, tu vas appeler une méthode JSON qui est prédéfinie en JavaScript pour récupérer les données serveur sous forme d'objets JavaScript. Parce que les objets en PHP et les objets en JavaScript, ce n'est pas les mêmes. Donc j'ai besoin d'avoir une espèce de traduction en JavaScript, tu vois. Et à partir de là, je pourrais faire mon console log de mes données. Et vous allez voir que si je fais ça, évidemment, il va falloir appeler une première fois fetch data. Si vous ne l'appelez pas, ben, il ne va rien se passer. Vous allez voir que si je fais ça, regardez, j'ai récupéré ce qu'on appelle une promesse. En fait, la promesse, c'est le serveur. Le serveur, il vous promet de vous répondre quelque chose. On appelle ça a promise en anglais. Et là, dans la promesse, bah, je vais récupérer des infos. D'accord? Donc là, il vous a envoyé pas mal de choses, tu vois. Donc plus tard, on verra quoi en faire, tu vois. Donc si je vais sur cette URL-là, les gars, regardez, je peux même le consulter. Hein. Je vais consulter cette URL-là. Regardez ce qu'il me renvoie. Il me renvoie un user ID, un title et un body. Ça, c'est un objet JSON. J'ai interrogé un URL et il ne m'a pas affiché une page, il m'a renvoyé des données. Ces données-là, normalement, je peux les voir en console. Vous avez vu ici, j'ai ID 1, title, user ID, body. J'ai récupéré les informations. D'accord? D'ailleurs, ici, vous avez l'autre synchrone, l'autre callback function qui a assigné la valeur à x 2 secondes plus tard. Donc vous avez vu ce code-là, là, il a été exécuté avant celui-là. Parce qu'ici, j'avais 2 secondes de retard. Regardez, si ici je mets 4 secondes et que je recharge la page, vous allez voir que ici, j'ai que la promesse. Et dans 4 secondes, regardez la valeur de x. La fameuse callback. Parce que j'ai attendu les 4 secondes avant d'assigner une valeur à x. Bah là, c'est pareil, tu vois. Si ça avait mis 4 secondes, le await, il aurait attendu 4 secondes avant d'assigner une valeur à réponse. Ça marche? Donc, c'est comme ça aujourd'hui qu'on peut interroger un serveur en JS. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pour ne pas avoir à recharger la page et améliorer l'expérience utilisateur. On retrouve ça beaucoup sur les sites e-commerce. Ça va pour vous? Vous inquiétez pas, on fera un cours entier sur l'asynchrone. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Au niveau de sécurité, Ouais. du coup, les données qu'on récupère peuvent être affichées en console, donc récupérables par l'utilisateur. Tout est récupérable par l'utilisateur. Sauf quand c'est en PHP où elle ne transite pas vraiment pour. Le seul truc que tu ne peux pas récupérer dans le navigateur, c'est la partie backend. Il n'y a pas le code PHP. Heureusement. Parce que s'il y avait le code PHP, tu serais le nom des tables, le nom des colonnes. Ce serait dangereux. Mais si tu cherches donc le compte d'un utilisateur avec ses identifiants et donc son mot de passe, il n'y a pas un risque que. Parce que toi, tu vas devoir récupérer le mot de passe pour le
comparer avec celui-là qui t'envoie, non? Non, il n'y a pas de risque parce qu'en fait, l'URL que tu vois ici, c'est de toute façon l'URL que tu aurais dû, sur laquelle tu aurais cliqué pour afficher ta page. Donc c'est les mêmes URL. Tu as vu là, cette URL-là, je peux y avoir accès en faisant ça. Oui, par URL, ok, je crois que je vois ce que tu veux dire, mais en gros, quand tu es utilisateur et que tu rentres tes informations, tu as accès à tes informations. Après, elles sont stockées quelque part ailleurs, donc les autres utilisateurs n'ont pas accès à tes informations. En fait, quand tu te connectes, quand tu crées un compte et que tu t'y connectes, déjà, qu'est-ce qui se passe? Si je veux me connecter, en PHP, on va regarder si le user qui a été rentré, j'en ai un en base qui s'appelle comme ça, et si le mot de passe que j'ai rentré, il correspond au mot de passe qui est encrypté en base pour ce user-là. Mais ça, tout ça se fait en PHP. PHP. Ça passe pas par le. Non. Parce que c'est ça qui se fait en Eh non, tu peux pas le faire en front. Si tu le fais en front, ça veut dire que le code il est accessible. Parce que ton code JavaScript, il est accessible. CSS, HTML, JavaScript, c'est accessible ici. Par contre, aujourd'hui, tu peux faire du back-end avec JavaScript. Ça veut dire que tu peux faire un site 100% JavaScript sans PHP. Et c'est JavaScript qui peut insérer des trucs en base de données. Mais ça sera du back-end. Il te faut un environnement qui s'appelle Node. Et là, il faut coder avec JavaScript, mais c'est différent, tu vois. Mais ça, nous, c'est pas dans votre programme. Et heureusement, parce que c'est un peu complexe, tu vois. Je pense que ça, on le fait plus avec la formation CDA, je pense. Tu vois. Là, j'ai pas le temps de vous parler d'Express, tout ça. MongoDB, tout ça, j'ai pas le temps. Et non. Mais l'avenir, c'est ça. C'est pour ça qu'en fait, j'ai essayé de pas vous écœurer de JavaScript, parce que JavaScript, c'est l'avenir du code. PHP, c'est 80% Internet. Donc c'est maintenant PHP, tu vois. Mais l'avenir, c'est JavaScript. Hmm. Non, non, c'est l'avenir. C'est le langage qui est le plus à la mode. Mais ça a failli mourir. Parce qu'en fait, là, je suis en train de vous montrer l'évolution du langage. Mais il y a 10 ans, genre JavaScript, c'était un peu la merde, tu vois. Il y avait beaucoup de problèmes, beaucoup de bugs, pas beaucoup de sécurité. Donc c'était un langage qui était verbeux et mal aimé, et mal compris. Et en fait, ce qui a sauvé JavaScript, c'était tous les frameworks et librairies qui ont été créés autour. Et après, ils ont vachement amélioré le langage et c'est devenu puissant. Donc, je vous ai mis ça sur votre Share My Code. Récupérez le code. Et on va s'arrêter là aujourd'hui pour la théorie. Ok? Donc, on se reverra lundi pour la suite. On verra du coup les autres évolutions. Là, on s'est arrêté ici, là. On s'est arrêté à... On s'est arrêté à... Ici. D'accord? Dans le break, t'as dit tout le S6? Ouais. Donc, on verra un petit peu le S9 et la suite. On verra un petit peu ce qui est intéressant. Bon, on dit YouTube à plus tard. On se voit pour la suite. Ciao.